Écoutez le monde vétérinaire autrement sur Veto Micro, un podcast produit par Thémavet. Bienvenue sur la saison 4 de Veto Micro, le podcast numéro 1 de la profession veto. Parce qu'il y a 1000 façons d'être vétérinaire, nous donnons la parole à celles et ceux qui font vivre nos métiers au quotidien. En nous partageant leur parcours professionnel, ils interrogent leurs choix, leurs ambitions et leurs doutes. Au travers de leurs histoires et de leur rapport au vivant, ils questionnent aussi l'avenir de notre profession. Nous sommes Colline, Annabelle, Sophie et Marine, 4 vétérinaires multicasquettes, et chaque semaine, nous vous emmenons à la rencontre de consoeurs et confrères aux parcours multiples, inspirants et parfois inattendus. Vous êtes ici chez nous, mais surtout, vous êtes ici chez vous. Belle écoute! Cet épisode a été enregistré en janvier 2026 et diffusé en juin 2026. Entre-temps, Caroline a fait évoluer sa carrière et a pris la direction de Smartemis France. Elle garde un excellent souvenir de son expérience chez Unilassal, où elle a terminé sa mission en contribuant à l'ouverture du centre hospitalier. Bon épisode! Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Caroline Devielle, Alfort 2009, directrice du centre hospitalier vétérinaire Unilassal à Rouen. Bonjour Caroline, bienvenue sur Veto Micro. Bonjour Marine. Alors, on s'est rencontrés à l'école puisque ton parcours commence classiquement par Alfort. Nos chemins se sont ensuite recroisés et on a continué à échanger de temps en temps, notamment quand tu es devenue une de mes toutes premières clientes grand compte. Alors, on disait pas ça à l'époque, c'était les tout premiers groupements. Et c'était pour Vet One, donc tu étais directrice de clinique en 2014, c'est-à-dire l'année du lancement de Veto Job. Veto Canin, initialement, avec un projet d'association en tête, tu mettras un pied dans les groupements, un peu par hasard, en répondant à une annonce où tu enrichiras petit à petit ton expérience au fil des responsabilités. Aujourd'hui, tu cumules plusieurs casquettes, consultante en stratégie et directrice du centre hospitalier d'Unilassal, avec une implication forte sur les questions de gestion et de management. Donc dans cet épisode, on va parler de ton parcours professionnel évidemment, mais aussi de la formation des futurs vétérinaires, du marché de l'emploi, de souffrances étudiantes, de responsabilité des institutions et plus largement de ce que traverse aujourd'hui notre profession. Ça te va comme programme ? Très gros programme, Marie. Ça me va parfaitement. Allez, on y va. On va commencer par le commencement. Comment tu arrives à l'école d'Alfort ? Est-ce que ton envie d'être vétérinaire, elle date de l'enfance comme pour la plupart d'entre nous, ou est-ce que chez toi, c'est une toute autre histoire ? Écoute, je vais pas être très originale. Moi, je pense que c'est en grosse partie à cause de mon frère. On a baigné dans les animaux toute mon enfance grâce à lui. Sa chambre, c'était une animalerie. D'accord. Gros, je pense qu'à nous deux, on a eu tous les nacs poilus possibles, le hamster, la gerbille, le chinchilla. Et les parents étaient OK. Les parents étaient OK, ouais, ils étaient OK. Puis après, ils ont même cédé jusqu'au chien. Enfin, donc vraiment, on a tout eu. Donc, je pense qu'il y est pour beaucoup. Il a fait naître mon amour des animaux, clairement. Et puis, moi, j'avais quand même autre chose qui m'attirait, c'est le côté démarche diagnostique. J'ai toujours aimé trouver la cause du problème, trouver la démarche intellectuelle. La démarche intellectuelle, exactement. Et j'aimais bien tout ce qui était enquête. Donc j'aime toujours ça. Donc voilà, ça a beaucoup joué. Et je pense que c'était le métier qui me permettait d'allier les deux. Okay. Je m'étais toujours dit, si j'arrive pas à faire veto, je ferais police scientifique. Ah donc, oui, et tu sais qu'on a interviewé en police scientifique. Ah, je savais pas du tout. Ouais, il y en a dans Veto Micro. Ah, très marrant. Il faudra que je retrouve ce podcast. Donc voilà, donc je m'étais dit, écoute, si je peux allier les deux, je le fais avec Veto, et puis sinon je partirai sur autre chose. Et puis voilà, je me suis retrouvée à Alfort. Ok. Et qu'est-ce que tu retiens de tes années étudiantes à Alfort ? Et peut-être ce que tu en retiens sur le plan des gens que tu as rencontrés, mais aussi maintenant que tu es dans l'enseignement, si tu as une lecture rétrospective, c'est intéressant. Alors écoute, moi j'ai adoré mes années à l'école. Et je les ai adorées, je pense en partie parce que je me suis investie dans le cercle. J'ai écouté les conseils de ma mère qui m'avait dit à l'école, investis-toi dans la vie étudiante, mais pas trop, pense quand même à tes études. Bon, cette partie-là, j'ai peut-être un peu moins écouté. Mais donc voilà, je me suis investie dans le cercle avec Adeline, Anne-Claire, Juliette. On était au cercle. J'étais responsable soirée. Je sais pas si tu te rappelles. Si, je me rappelle. Donc voilà, et ça a fait naître, je pense, pas mal de choses en termes d'entrepreneuriat, de travail collectif, collaboratif. Et je le vois aujourd'hui dans Unilassal, c'est vraiment une chose importante en fait, l'investissement dans la vie associative pour trouver l'équilibre
dans tes études. Et ça, c'est d'ailleurs une des valeurs fortes du Nil Hassan, hein, de promouvoir l'associatif. Et moi, ça m'a beaucoup apporté à l'école. Je pense que ça a fait naître vraiment aussi ce plaisir de travailler en entreprise. On avait des enjeux au cercle. Quand je suis arrivée, on avait donc j'étais responsable soirée. Il y avait de moins en moins de monde en soirée. Et je sais pas si tu te souviens, mais on avait juste avant les soirées des événements avec les labos. On avait des confs. Ouais, je me souviens très bien. Il y avait souvent la conf, le buffet et puis la soirée. Et on avait de moins en moins de monde aux confs. Donc les labos étaient de moins en moins contents et donc ils voulaient nous donner de moins en moins d'argent. Donc on avait un sujet voilà, il fallait payer Jeannot, il fallait payer notre barman. Donc on avait un sujet vraiment économique sur le cercle, sur mon périmètre. Et donc voilà, ça a fait travailler sur les sujets. Donc voilà, comment je fais pour faire revenir des gens en soirée, pour faire revenir des gens dans les confs. Et donc voilà, on a travaillé avec les filles là-dessus. Bon, avec le recul, on s'est dit qu'est-ce qui fait venir les gens, qu'est-ce qu'on se souvient dans un mariage? Le repas, l'ambiance. On a travaillé là-dessus. Donc on a travaillé sur comment on refait les thématiques des soirées, comment on refait des buffets plus attractifs pour faire venir les étudiants. Et puis on va dire que si tu veux venir au buffet, tu dois venir à la conf parce que c'est le labo qui paye. Donc sinon c'est pas cool. Et donc j'ai passé mes jeudis à aller avec les filles, on allait chez Métro, on faisait les courses et puis après on faisait des buffets et puis on disait au labo, vous avez vu, on est niveau traiteur. Et t'as non, mais vous avez pris un traiteur. Ouais, on a pris un traiteur, mais en fait pas du tout. On faisait tout nous-mêmes. Donc il fallait trouver du monde pour nous aider, il fallait embarquer les gens. Et quand tu prends le recul, tu te dis ouais, on a fait quand même, on a recréé un truc, un petit business dans le business du cercle pour pouvoir le faire fonctionner. Et puis qu'est-ce qu'on s'est amusé. On a revu les thématiques des soirées. On a fait la déferlante de roses à Alfort quand même. C'est vrai, je m'en souviens aussi. Donc voilà. Je me souviens d'un mouton rose aussi qui avait atterri au milieu du. Ouais. Bon, ça c'était pas notre idée, mais tu vois, on est parti de problématiques pour voilà remonter le cercle sur les sujets économiques. Et franchement, quand on y était, je me rendais pas compte de ce qu'on faisait. Maintenant, je me dis, on a quand même mis en place pas mal de choses. Et tous les gens qui ont participé au cercle, au BDE, à notre micro, racontent la même chose. Qu'en fait, ça les a énormément ouverts sur l'entrepreneuriat, même si à l'origine, ils y allaient pas forcément pour ça, ils y allaient plus pour s'amuser ou pour être dans un esprit festif et collaboratif. Mais c'est vraiment quelque chose qui ressort tout le temps, en fait. Et c'est clairement ça. Moi, je pense que j'y suis rentrée parce qu'on m'a demandé d'y aller, clairement. Je me suis pas posé la question et ça m'a beaucoup appris, ça m'a ouvert des portes aussi. Et j'en garde un excellent souvenir et je dirais à tous les étudiants, s'il y en a qui nous écoutent, de vraiment s'investir dans la vie associative parce que ça permet d'avoir un équilibre aussi, de sortir, de faire d'autres choses. Et deux, ça vraiment apporte et apprend énormément de choses. Ok. Sans qu'on s'en rende vraiment compte sur le coup. Ensuite, donc, tu finis ta scolarité à Alfort, tu trouves un premier boulot en canine en région parisienne, avec, tu m'as dit en préparant cette interview, une volonté d'association. Ça, est-ce que tu l'avais dès le départ? C'est-à-dire qu'en quittant l'école, tu avais envie de t'associer? Écoute, je me suis posé la question récemment, quel était mon projet de carrière quand je suis rentrée à Alfort? Je pense que j'avais pas un gros projet de carrière. Je me suis dit, à la base, je voulais faire de la rurale, je voulais faire de la mixte. D'accord. Et je me suis dit, je vais m'associer parce que c'était un peu le parcours, quoi, standard. Surtout en mixte. Surtout en mixte. Et donc j'étais partie là-dessus. J'ai commencé mes études, j'étais confortée dans mon envie de faire de la mixte. J'ai fait ce stage chez Ricky, le meilleur stage de ma vie, vraiment, parce qu'il était ultra pédagogue et parce qu'on s'est beaucoup amusé aussi. Mais malheureusement, c'est le stage qui m'a fait me rendre compte que c'était pas pour moi la mixte. Et pourquoi? Alors, c'est sur un moment de mon stage
où on va soigner un taureau qui a une plaie sur le postérieur. Et le taureau, il a pas beaucoup vu l'homme dans sa vie, si tu veux. Et donc il est dans un paddock, Ricky passe, il s'approche du taureau, il touche la plaie. Le taureau, il est attaché à une corde. Au moment où il touche la plaie, il tire la tête, il pète la corde. D'accord. Et il se retourne et il charge Ricky. Ah ouais. Et là, moi, je suis de l'autre côté de la barrière et je vois mon maître de stage courir tout ce qu'il peut courir avec le taureau derrière. Et là, moi, je ne pense qu'à une chose, c'est quel numéro je dois appeler? C'est le 18? C'est le 15? Mais quel numéro je dois appeler? Et je me dis, je vais voir mon maître de stage mourir sous mes yeux, parce que là, il y a pas moyen Qui sortent. Et il va sortir. Il court, il saute la barrière, il sort. Et là, moi, je me dis, mais j'ai pas le physique, c'est pas possible. Et je dis pas qu'il faut forcément être fort pour faire de la rurale, mais à ce moment-là, je me suis dit... On a eu beaucoup de femmes avec Veto Rurale. Mais à ce moment-là, je me suis dit, il faut courir vite, et ça, c'est pas mon truc, tu vois. Donc, voilà, je me dis, c'est pas pour moi. Ça t'a suffisamment impressionné pour que tu changes ton fusil d'épaule, en fait. Complètement. Je me suis dit, c'est pas pour moi. Vraiment pas. Et peut-être que après je me rendrai compte que la canine a ses côtés très dangereux aussi, hein. Faut pas passer à côté. Mais voilà, à ce moment-là, je vais partir sur la canine et je vais vraiment par contre faire le choix d'être généraliste. Okay. Je veux pas choisir entre la chirurgie, entre l'imagerie, entre la médecine. J'aime tous les aspects du métier et pour moi c'est le choix qui me permet de faire de tout. Et donc je vais choisir d'être généraliste. Okay. Et donc voilà, mon objectif en effet, c'est de m'associer dans une clinique généraliste. À ce moment-là, quand je sors d'Alfort, donc je ne vais pas faire d'internat, je vais voir pas mal de mes copains rester. Et moi je vais partir pour commencer à bosser. J'ai envie de bosser, j'en ai marre d'être à l'école, voilà, j'ai envie de vraiment être sous direction. Exactement. J'ai envie de me confronter à la réalité. Et puis je suis bien sûr que je suis inquiète de mes débuts, de me dire comment ça va se passer, mais j'ai fait beaucoup de garde. Oui, à l'école. À l'école. Oui, donc pendant que j'ai déjà mis les mains dedans. Je les ai faites au début en tant que ASV avec un veto. Après, avec une autre copine, on était toutes les deux veto, donc on n'était pas toutes seules. Et puis après, je me suis lancée toute seule en garde. Donc j'ai fait aussi progressivement. Et puis à Alfort, on avait fait quand même pas mal de choses. Je sais pas combien j'avais fait d'ovario de chatte, d'ovario de chienne. Donc j'étais. On faisait pas mal de pratiques. Ouais, on faisait franchement entre ça plus les gardes, j'avais fait pas mal de choses. Et donc j'avais envie d'y aller. T'avais confiance en toi. Tu te sentais confiante. J'irais pas jusque là. Mais pour moi, on m'avait donné assez de clés pour y aller. Okay. Il y a une chose, mais je m'en rendrai pas compte à ce moment-là, c'est que je suis pas du tout prête sur tout ce qui est relation client. Ouais, bon, comme beaucoup de... Voilà. Mais sur la pratique, je me dis, bah ouais, j'ai réussi à me débrouiller dans des situations complexes, en garde. Je vais y arriver. Je vais y arriver, et puis je vais travailler dans une clinique généraliste, je vais pas être toute seule non plus, donc je vais y arriver. Et donc voilà, donc je pars avec ce projet de médecine générale et de m'associer. Et ce premier job, il est conforme à tes attentes? Pas vraiment. Pas vraiment parce que justement, comme je te disais, on a fait pas mal de stérilisation, d'ovario, etc. Et j'aime ça, j'aime la chir, je veux être généraliste pour faire, entre autres, de la chir, de l'imagerie, etc. Et j'arrive dans une clinique où on me dit que je peux pas aller au bloc. Et ça va énormément me frustrer. Et pourquoi? Parce que c'est une veto qui considère regarder, en fait. Et puis qui considère qu'il faut que d'abord je me forme plus en anesthésie, etc. avant d'aller au bloc. Et là, c'était frustré. Et là, je suis ultra frustrée. C'est une clinique, ça va pas nous rajeunir ce que je vais te dire. On développe à la main les radios. Je suis aux fiches Bristol. Ça c'était quand même pas si courant que ça. C'était dans les derniers, mais tu vois, donc c'est pas moderne. Il y a
énormément de travail. C'est une clinique qui travaille avec beaucoup d'assos, il y a énormément de boulot. Je fais des horaires de fou. C'est organisé bizarrement. Typiquement, on fait les stocks le lundi soir. C'est les vétos qui gèrent les stocks avec la boss. Le lundi soir, je finis à minuit le lundi soir pour gérer les stocks. Enfin, tu vois, des trucs qui sont très particuliers. Mais qui sont à l'ancienne, en fait. Ouais, qui sont à l'ancienne. Et à l'époque, on trouve pas du boulot facilement. Non, bien sûr. On a oublié, hein. On a oublié, hein. Mais t'as raison. Mais on trouve pas facilement. Déjà, j'ai un temps plein avec des gardes, des astreintes. C'est déjà cool parce qu'à l'époque, souvent, t'avais demi-temps pour pouvoir avoir un temps plein. Sur les grandes villes. Ou alors, mon premier entretien d'embauche, on était 15. Faut quand même le dire. Ouais, non, mais tu vois, c'est pas le même délire. Non, c'était pas le même délire. Et donc, ma mère me dit, je lui dis, je vais partir parce que je fais pas de bloc, c'est n'importe quoi cet orga et tout. Elle me dit, mais tu peux pas partir sur ton CV, ça va pas le faire en fait. Faut que tu restes au moins 1 an. Encore une fois, je vais écouter ma mère. Il faut toujours écouter sa mère. Toujours écouter sa mère, très important. Et donc, je vais rester 1 an. Je vais pas rester 1 an et 6 mois. Hein. Ouais. Je vais rester 1 an. Tu vas te mettre une deadline psychologique en fait. Exactement. Je vais se faire les dents pendant 1 an. Voilà. Alors, je vais quand même beaucoup apprendre dans cette clinique sur mes premiers pas justement avec la relation client, tout ça. Mais voilà, je prends sur moi, sur mon côté frustration et au bloc. Et donc, je commence à chercher du travail. À ce moment-là, j'ai pas d'attache sur Paris. Et donc, je vais aller. C'est une petite anecdote que j'aime bien. Je vais me dire, qu'est-ce que je fais? Je reste sur Paris. Bon, il y a Adeline, mais elle a fait son assistanat de chirurgie, donc autant dire qu'elle est pas dispo. Mes copines sont parties à Anne-Claire en Normandie. Je me dis, tiens, je vais retourner chez mes parents. Je vais rentrer au Havre en Normandie. Et donc, je vais commencer à chercher du boulot. Et je vais pas trouver de clinique qui me plaît vraiment. Je vais en trouver une qui me plaît beaucoup. Je vais faire tout le process de recrutement. On est nombreux, hein. Il y a du monde. Et je me fais un entretien avec les 6 vétos. Ils sont 6 autour de la table. Je rentre, je dis, elle est géniale cette clinique. J'ai vraiment envie de bosser pour eux. Ma mère me dit en plus, ils ont une super réputation sur la région et tout. Ça va être génial pour toi. Et ils me prennent pas. Et donc, je suis un peu déprimée. Je dis à Anne-Claire, viens faire un week-end à Paris, on fait la fête. Et à ce week-end-là, je vais rencontrer le père de ma fille. Donc, je la remercie parce qu'ils m'ont pas recrutée. Grâce à eux, je suis restée à Paris et j'ai construit ma vie perso. Et je les ai retrouvés après. Ils ont rejoint Vet One. D'accord. Et donc, je les ai taquinés longtemps avec ça. Dire, vous m'avez pas choisi, mais au final, vous avez pas eu le choix. Donc, voilà. C'était, mais comme quoi, tu vois, c'est un parcours de... La vie est souvent faite comme ça. Exactement. Donc, je vais rencontrer le futur père de ma fille. Je vais me dire, je vais peut-être commencer à regarder à Paris quand même. Et donc, je trouve un poste à temps plein, sans garde, dans Paris. Le Graal. Vraiment. Comment est-ce possible? Il devait y avoir anguille sous gravillon. Et donc je trouve ce poste, en plus la clinique est vraiment mignonne, et tout, c'est chouette. Et par contre, dans mes critères de sélection, il fallait que j'aille au bloc. Enfin, ah oui, cette fois, pas question. Pas m'avoir 2 fois. Voilà. Et donc je vais rester 4 ans dans cette clinique. Je vais énormément apprendre. Je vais aller au bloc. Là, je fais un grand écart. C'est-à-dire que je passe d'une patronne qui est dans le micromanagement et qui me délègue pas, en fait, les choses, à une qui dit, tiens, il y a un corps étranger, vas-y, quoi. Je dis, mais j'ai pas fait d'entéro et d'entérec depuis, en fait, j'en ai jamais fait. Donc, elle me dit, mais fonce. Je suis là. Je fais, OK, j'y vais. Puis au moment où j'ai besoin d'elle, elle me dit, tiens, voilà le bouquin, moi j'y vais. Oh et elle m'ouvre le bouquin à la page je m'en rappellerai toute ma vie. Démerde-toi. Et t'as pas le choix. Elle est partie de la clinique. J'avais les mains dans le chien, le bouquin ouvert avec la SV à côté. Je dis, tu peux me lire la page tant, etc. Il y a des gens que ça peut traumatiser, je pense, mais peut-être qu'elle avait senti que toi, t'allais te débrouiller, quoi. Écoute, je t'avoue que sur le coup, je me suis fait des belles frayeurs chez elle. J'ai fait des erreurs parce que j'étais vraiment en mode, sur beaucoup de choses, j'ai appris toute seule. Et d'un côté, j'ai fait beaucoup d'erreurs que j'aurais
pu m'éviter. De l'autre, j'ai appris énormément et surtout je pense, pris une culture de l'erreur. C'est-à-dire, ok, t'as fait une erreur, ça arrive à tout le monde va en faire. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce que tu dois faire pour ne plus refaire cette erreur? Et je dirais que grâce à ça, maintenant pour moi l'erreur est vraiment une source d'apprentissage et de perfectionnement, plus qu'un stress. Même si, bien évidemment, c'est toujours mieux d'apprendre différemment et de ne pas faire, voilà, d'avoir un support pour éviter certaines choses. Mais dans tous les cas, on en fera des erreurs, j'en fais encore et c'est là où est né pour moi cette culture de ne pas en faire une source de stress, en fait, et plutôt d'en faire une force quand je fais une erreur. Mais souvent, c'est quand on est dans ce type de situation où en fait la courbe d'apprentissage va aller beaucoup, aller beaucoup plus vite et on apprend beaucoup plus vite en fait. Complètement. Après, ça a été quand même source de stress, hein. Faut pas se mentir. Mais il y a des gens que ça tétanise et puis il y a des gens qui arrivent à en faire un apprentissage rapide en fait, pour plus se retrouver dans la situation en fait. C'est ça, exactement. Mais voilà, ça m'a aussi beaucoup servi pour la suite. Après, j'étais contente, hein, j'étais au bloc très, très souvent avec cette structure. J'ai aussi beaucoup appris sur la relation avec le client. Quand je suis arrivée dans cette clinique, l'associée, la véto, m'a dit Caroline, ici, t'es pas véto, t'es pédiatre. Alors, je lui dis ah ouais, c'est un peu excessif peut-être. Alors, bon, je sais qu'on est en plein Paris, mais je trouvais ça un peu excessif quand même. Les pètes parentes, hein. Mais elle était visionnaire. Hein. Elle était visionnaire. Et en même temps, ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit mais pourquoi elle me dit ça? Moi, j'ai toujours eu des animaux de compagnie. Je me suis pas considérée comme leurs parents. Mais je suis pas là pour juger en fait. Et je suis là pour répondre à une attente du propriétaire. Et c'est ça le message qu'elle voulait me faire passer. Et c'est vrai que ça te fait changer de paradigme et de réflexion quand on te dit ça. Et c'est là que je me suis rendu compte surtout que c'était un métier profondément humain. J'ai jamais fait le choix d'être véto pour ça. D'ailleurs, mon prof de maths à l'époque m'avait dit, quand j'étais au lycée, tu fais véto parce que t'aimes pas les gens. Il s'est bien planté. Et en fait, c'est là que je me suis rendu compte que vraiment, c'est un métier profondément humain, qu'on a, on a le propriétaire, on a l'animal en fait qui nous lie, qui nous réunit, mais entre la relation avec le client d'un côté et la relation humaine avec les collègues de l'autre, c'est un métier qui ne tourne exclusivement qu'autour de l'humain en fait, ce métier de véto, en tout cas praticien. Et pour certains, je pense que ça peut être une mauvaise surprise. Pour moi, ça a plutôt été une bonne surprise de m'en rendre compte. Et j'en suis j'en étais vraiment plutôt contente. Et ça m'a permis, voilà, de travailler sur ce qu'attendait le propriétaire. Et un propriétaire A n'attend pas du tout la même chose qu'un propriétaire B. Donc voilà, ça m'a permis de travailler là-dessus. Et puis c'était une clinique aussi où on m'avait délégué beaucoup de choses, en termes de gestion médicale, certes, mais aussi de gestion tout court de la clinique. J'ai appris la compta, la paye. J'ai fait les payes dans cette clinique. J'ai fait la compta. J'ai fait beaucoup de choses en termes de gestion. J'ai managé les équipes. Donc, c'était aussi mes premiers pas. Puis, je me suis rendu compte que j'aimais ça, en fait. Ouais, t'as élargi tes compétences et tu t'es rendu compte que ça te plaisait. Et que ça me plaisait beaucoup et que quand la véto partait un mois en vacances, ça se passait bien. Je gérais tout. Ça se passait bien. Et on faisait ça dans la bonne humeur. Et ça marchait bien. Et il y avait une belle croissance. Donc, je me suis dit, vas-y, on s'associe. C'est parti. On n'était pas d'accord sur les conditions de l'association. Et puis
Les conditions plutôt financières ou Ouais, sur les financières. conditions purement financières d'un côté, et de l'autre, on n'était pas d'accord sur la façon de manager les équipes Oui, donc d'ASV. ni organisationnel. Voilà. Ni financier ni organisationnel, il faut pas y aller. Et à un moment, tu te dis, ouais, c'est j'aime bien la clinique, j'aime bien l'équipe, mais en même temps, ça suffit pas. Non. Et faut choisir aussi bien son associé que son partenaire de vie, à ce qui paraît. Exactement, j'allais te le dire. Donc, J'allais te dire, parfois c'est mais ça suffit pas non plus sur le long terme. Voilà. Donc là, je me suis dit, bah, faut partir. En fait, c'est pas ici que je vais m'associer. Et donc, voilà. Donc, je pars. Enfin, je commence à chercher. Et je commence là à chercher soit une association, soit une clinique à reprendre. Et je dois être sur ton site à chercher des annonces, enfin, à regarder les annonces. Et je vais tomber sur cette annonce de directeur de clinique. On est en 2014. Ça existe pas. Ça existe. Ça existe pas en fait. Ouais, on sait pas ce que c'est. On sait pas ce que c'est. Il y a quand même quelques groupes. Mon veto est déjà là. Tout à fait. Family Vet. Ouais. Mais il y a pas beaucoup de cliniques non plus. C'est pas très connu. Non. C'est pas bien vu du tout. En tout cas par les gens autour de moi. Je suis curieuse, donc je vais voir. J'ai rendez-vous rue de Paradis. Donc il y a des petits moments comme ça. Tu te dis, est-ce que c'est pas un signe? Voilà. Et donc je vais frapper rue de Paradis et je rencontre Steve, qui me dit, première chose qu'il me dit, c'est j'espère que vous n'êtes pas pressé parce que l'entretien va durer 3 heures. Ah, c'est bien de prévenir avant, ça, quand même. Ok, ça va, j'ai du temps, mais je suis pas du tout préparée à faire un entretien de 3 heures. C'est pas habituel non plus dans la profession. Hein. Donc, je passe 3 heures avec lui, avec Thierry, et il me parle de ce qu'il veut faire, donc de son groupe de cliniques VetOne. Il a une seule clinique pour l'instant, c'est Aulnay, et c'est pour cette clinique qu'il cherche un directeur. Et puis, je me dis 2 choses. Je me dis, je suis parfaitement alignée avec tout ce qu'il dit. Et je trouve qu'il a une vraie vision. Et ça me plaît. Et donc, je sors, ça me plaît. Mais c'est la grande inconnue. J'en parle à mes copines. Elles me disent, mais t'es folle, Caro, tu vas pas travailler pour un groupe, quand même? Bah, si. Puis après, je me dis, je risque quoi? Ouais, je peux partir. Je peux attacher la vie, hein. Je m'associe. Alors, au début, à ce moment-là, je m'associe pas, hein. Oui, bien sûr. Je prends la direction, en collaboration libérale, ce que j'étais déjà. Donc, bon, pour moi, pas de nouveau là-dessus. Et donc, je me dis, mais je prends aucun risque. Ça me va pas, je m'en vais, en fait. C'est pas, voilà. Mais j'ai envie d'essayer. Et donc, je lui dis oui. Et je rejoins la direction de VetOne, enfin la direction de la clinique d'Aulnay de VetOne. Et donc je travaille avec, il y a 2 associés, une qui s'en va, je prends sa place, et l'autre qui va partir quelques années après, donc elle veut plus gérer la clinique, en fait. D'accord. Donc elle me laisse les clés, et ça se passe très bien, vraiment. C'est une clientèle qui est différente de celle de Paris. Il y a pas beaucoup de chats qui sont médicalisés. Moi, je viens de Paris, donc les chats, j'avais pratiquement que ça. Donc je me dis, il y a énormément de choses à développer sur cette partie-là, et je vais développer la médecine féline, ça va très bien se passer. Franchement, c'est cool. Et je tombe enceinte. Et là, je me dis, il faut que je l'annonce. Il y a ce petit moment quand t'es une femme, que t'es enceinte et que tu dois annoncer à ton boss que t'es enceinte. Et donc, j'annonce à Steve que je suis enceinte. Et il me fait, oh, c'est génial. Félicitations. Point. Je dis, c'est cool. Et je vis bien ma grossesse. J'ai pas de nausées. Franchement, les 3 premiers mois sont nickel. Et donc, je travaille normalement. Et je vais même porter un chien de 80 kilos, ce qui serait une grosse erreur. Et je vais faire un décollement placentaire juste après. Ouais, ça c'est très dangereux. Et donc 50% de mortalité sur l'enfant, hein, si je me souviens bien. Ouais, j'ai même pas les stats, tu vois. Il valait mieux pas, peut-être. Fallait mieux pas. Et je pourrais te raconter comment ça s'est passé avec le corps médical à ce moment-là, mais bon, ouais, c'était pas très cool. Et on me dit 15 jours à l'IT, et si on fait un contrôle en 15 jours, et si dans 15 jours c'est toujours pareil,
Et ben c'est alité jusqu'à la fin. Ah oui, c'était un décollement qui était pas complet, où Non, ils sont ouais, obligés c'est ça. Ouais, d'accord. Et t'étais à combien? Et j'étais à 4 mois de grossesse. Ah oui, d'accord, donc c'était hyper précoce. Et donc là je dis merde, faut que je rappelle pour dire que je vais peut-être pas pouvoir bosser beaucoup. Non. Et donc là j'appréhende encore plus. Et j'appelle Steve, je lui dis voilà, je vais être arrêtée 15 jours, mais je vais revenir bosser. T'es un peu dans le déni. Ouais, je suis complètement dans le déni. Et il me dit non mais je m'en fous, enfin c'est ta grossesse avant qui compte et tout. Je dis non mais je te rappelle dans 15 jours. 15 jours après, je le rappelle, je dis bon bah en fait je vais rester couchée jusqu'à la fin. Et ça là, c'est dur. Hein. C'est dur pour moi parce que je sais pas rester allongée déjà, donc voilà. C'est dur parce que c'est ta clinique depuis 1 an et que ça se passe bien, etc. Et puis en plus, ouais, je pense que je culpabilise quand même un peu, tu vois, de pas être là. Et Steve me dit mais arrête quoi, c'est ta famille d'abord, c'est ta santé et nous on gère. Et là je me dis ok, il est sincère, il est vraiment sincère. À aucun moment j'ai senti de fais chier. Jamais. Et donc je vais rester alité et sauf que c'est terriblement long. Enfin et faut garder le moral. Hein. Ouais, c'est long. Heureusement qu'à l'époque il y avait déjà je pense qu'il y avait déjà Netflix parce que j'ai fait une certaine quantité de séries et je me dis mais je suis sûre que je peux être utile. Et donc je vais rappeler Steve, je vais lui dire donne-moi des trucs à faire. Ouais. Sinon je vais mourir là. Et je suis collab, donc en termes de je fais ce que je veux. je tiens à préciser, c'est important. Et donc j'insiste et il me donne des trucs à faire. Et ça c'est mine de rien, c'est bon pour le moral. Ouais, ça m'occupe, c'est bien. Et puis ça me permet de garder le contact et je lui dis ça va la clinique? Ouais, ça va, t'inquiète, ça va. J'appelle la clinique, ça va? Ouais, t'inquiète, ça va. T'occupe pas de nous. Tout va bien. Puis quand je reviens au boulot, je vois qu'en fait le chiffre d'affaires c'est énormément chuté, que voilà, ça allait pas si bien que ça. Mais ils t'ont préservé. Mais ils m'ont préservé. Et donc je rappelle Steve, je dis mais tu te rends compte et tout, et il me dit mais c'est ça la force d'un groupe Caro, c'est que tout le monde ne peut pas aller bien en même temps, c'est pas possible. Donc quand il y en a un qui va mal parce que il y a quelqu'un qui est en arrêt, parce qu'il y a une clinique qui s'ouvre en face, parce que il y a le reste du groupe qui porte. Et à ce moment-là, je vis tout ce qu'il m'avait dit, les valeurs, la promesse, je le vis vraiment. Et quand t'as quelqu'un en face de toi qui a ce leadership et qui a cette vision et qui en plus te le fait vivre, tu peux le suivre. C'est ce que j'allais dire, ça c'est du leadership. Ouais. Tu peux le suivre au bout du monde quoi. Et à ce moment-là, je me suis dit, j'ai vraiment bien fait d'aller là-dedans. Et donc, je reprends la clinique. On rattrape l'activité, on continue à développer. Et Steve va venir me chercher parce qu'il y a une clinique à côté qu'il a pris dans le groupe, qui va pas très bien. Et donc, il va me demander d'aller aider. Donc, je vais aller aider à côté. On va stabiliser à côté. Et puis en parallèle, ma clinique se développe et je lui dis faudrait recruter à Aulnay. Je pense qu'un mi-temps ça suffit, mais à ce moment-là, on trouve facilement du boulot. Et donc on a du mal à trouver des mi-temps, encore plus dans le 93, encore plus quand le 93 passe à la télé en continu, parce qu'il se passe des trucs dans les cités. Donc c'est vraiment difficile de recruter, encore plus un mi-temps. Et donc je dis à Steve franchement, pas sûr de remplir un temps plein. Mais bon, je vais avoir du mal à trouver un mi-temps. Et il me dit, recrute un temps plein, puis toi, t'es le mi-temps d'Aulnay. Et tu viens m'aider au siège. Et c'était pas du tout prévu, ça, dans mon plan de carrière, si tu veux. Et je lui dis, mais pourquoi faire? Et il me dit, pour faire ce que tu fais à Aulnay, mais au niveau du groupe. Je lui dis, ok, allons-y. On va voir. Et j'arrive au siège, donc en tant que directrice des opérations à mi-temps, puisque le reste du temps, je suis à Aulnay et je dirige toujours ma clinique. Je vais avoir Steve me donne la mission de comprendre et de trouver des solutions au mécontentement des vétos sur le service qu'apporte le groupe. Et en effet, il a fait des promesses quand il a recruté les vétos et il y a certaines promesses qui sont pas tenues.
Et en effet, moi, en tant que directrice, je le vis. Il y a certaines choses, ce sont en termes de support RH, de support autres, qui sont pas au rendez-vous. Et donc, je vais commencer par comprendre pourquoi, et je vais me rendre compte qu'il y a deux problématiques. Une problématique systémique de structuration et de fonctionnement, et une problématique de culture, de notion de service. Et là, je vais me rendre compte que cette problématique, en fait, se répercute sur les vétos qui ont un risque de se désengager vis-à-vis du groupe. Et donc, avec Steve, on décide de retravailler toute la culture de VetOne, la vision, la mission, que ce soit au niveau des cliniques et au niveau du ce qu'on appelle du GIE, du centre de support. Et ça, voilà, on va travailler sur le fait d'être au service d'eux, d'être centré client, et que notre client, c'est le veto quand on est au GIE, et que le veto, lui, son client, c'est le client final, et que tout le monde doit être centré sur les besoins de ses clients, quels qu'ils soient. Et c'est ce qu'on va appeler la symétrie des attentions, c'est-à-dire que si tu t'occupes bien des personnes qui sont autour de toi, ils vont bien s'occuper de leurs clients ou des personnes qui sont autour d'eux. Ça va être une chose qui va me suivre de ce moment-là jusqu'à encore aujourd'hui. Et puis on va, en gros, on va travailler là-dessus. Sur cette notion-là, je vais aller expliquer à des supports RH que, comme on va expliquer à un salarié veto, que toi, tu as ta notion de l'urgence, mais que le client, il a sa notion de l'urgence qui est pas la même. Bien sûr. Et que tu dois prendre en compte ce besoin, et qu'on n'est pas râleur par nature, et que quand quelqu'un râle, c'est qu'il y a un besoin qui est pas couvert, ou qu'il y a une émotion qui est pas prise en compte, et qu'il faut aller comprendre pourquoi, en fait, t'as quelqu'un qui se plaint et qui râle, parce que t'as sûrement un service à apporter en supplément ou quelque chose à corriger. Et typiquement, je te donne cet exemple concret d'une RH qui me disait, non mais là, le veto, il râle parce que j'ai pas fait le contrat de travail du veto qu'il est en train d'embaucher. Le gars, il m'a demandé ça il y a 4 jours. Il râle déjà alors que le veto, il arrive dans 2 mois. Et je lui dis, mais tu comprends pourquoi? Il dit, ça fait 2 ans qu'il cherche. 2 ans qu'il cherche un veto. Il l'a enfin trouvé, sa perle rare. Il veut qu'on signe. Il veut qu'on signe. Parce qu'en 4 jours, le veto peut trouver ailleurs. Et lui, avant toi, en 1 journée, le contrat a été signé. Donc, en fait, toi, tes 4 jours, pour lui, c'est une éternité. C'est une éternité où il peut pas dormir parce qu'il se dit qu'il va encore être tout seul dans sa clinique, alors que, en fait, il a trouvé la perle rare. Et c'est ça que je vais travailler avec eux. Et en même temps, derrière, c'est bien, tu lui dis, bah, ok, donc tu comprends, ouais, ok, je comprends, faut que je fasse les contrats beaucoup plus vite. Mais si tu lui donnes pas les moyens de faire les contrats beaucoup plus vite, tu vas juste les mettre sous pression bien un peu plus. Et donc, on va travailler, comme je disais, d'un côté sur la culture et de l'autre sur, maintenant comment on fait pour concrètement répondre à l'attente. Et puis des fois, juste c'est impossible, donc il va falloir aller discuter avec le veto et lui faire comprendre que il y a certaines choses qui sont juste pas possibles. Donc je vais travailler là-dessus beaucoup au début, et puis une fois qu'on a cette base solide, on va commencer à déployer des projets. Et c'est ça que j'ai adoré chez VetOne, c'est qu'on a travaillé sur beaucoup de projets, toujours au service de la profession, des vétos, et toujours avec une vision qui est on a cet objectif final, et on travaille ensemble dans cet objectif final, donc un vrai leadership toujours. Chez VetOne, on n'a jamais opposé les ressources humaines au médical, le médical aux finances, jamais. C'était vraiment une vision holistique. Exactement, et tout est au service d'eux. On peut pas faire de performance financière si les équipes ne vont pas bien. On ne peut pas non plus investir dans l'humain si les finances ne vont pas bien, etc. C'était vraiment
tout le monde travaillait ensemble dans cet objectif final. Et c'est pour ça que ça marchait. Et ça, c'est quelque chose que j'ai aussi beaucoup apprécié. C'était, voilà, on travaillait tous ensemble dans cet objectif. Et VET1, c'était ça. C'était aussi quand même une personne assez visionnaire à la tête. Je pense que l'exemple le plus concret, parce que c'est bizarre de traduire ce que j'ai vécu chez VET1, c'était très très spécial, mais je pense que l'exemple le plus concret, c'était le Covid. Donc on est en 2020. À ce moment-là, on n'a pas encore l'annonce des confinements. On pense même pas que ça va arriver chez nous. Et Steve nous dit, ça va arriver. Ou en tout cas, je veux être prêt. Donc vous me préparez les 3 scénarios. Si demain on nous confine, si demain on nous confine et on nous interdit d'exercer, si demain on nous confine mais on nous autorise à exercer, et je sais plus quel était on devait préparer les 3 scénarios possibles, avec comme objectif de continuer à payer nos salariés et de continuer à répondre aux besoins de soins de nos patients. Quand tu sais pas ce qui va se passer, bah c'est vraiment un challenge assez compliqué. Mais voilà, on a proposé des scénarios et juste peut-être 2 jours après qu'on ait proposé nos scénarios à Steve, il nous dit le président parle dimanche à 20h. Vous bloquez une réunion à 22h avec tous les directeurs de clinique. Donc Macron annonce le confinement à 20h et nous à 22h, on présente à tous nos directeurs de clinique le plan stratégique qui va derrière. Et ça, je pense que il y a peu de monde qui était préparé là-dessus. Et donc nous, le lendemain matin, on était en plan d'action. On savait exactement ce qu'on devait faire, comment on devait le faire. Alors, on savait pas exactement comment parce que j'avais jamais fait de demande de chômage partiel de ma vie. Mais on avait notre plan. Et au niveau du GIE. Et derrière, on a déployé le plan qui était un plan organisationnel, bien évidemment, de continuer à accéder aux soins avec le confinement, donc avec certaines personnes qui devaient rester chez eux pour s'occuper de leurs enfants, etc. Et puis, il y a eu tout le plan d'action qui était aussi lié à continuer à garder le contact avec nos clients. Et donc, on a centralisé les appels de toutes les cliniques VET1. On a centralisé la gestion des suivis de vaccins parce qu'on pouvait au démarrage pas faire les vaccins. Je sais pas si tu te rappelles, mais on pouvait gérer les urgences, mais pas les vaccins. Donc, on avait besoin aussi de pouvoir s'assurer derrière qu'on allait reprendre le contact et puis organiser cette reprise vaccinale. Donc, comment tu fais avec ceux qui ont du retard, ceux qui n'ont pas du retard, etc. Et tout ça, on l'a centralisé. Donc, d'un côté, on a apporté un support réel auprès de nos vétos par la gestion RH et la gestion administrative de leur suivi de soins. Et de l'autre, on a innové aussi, puisqu'il y a beaucoup de choses qu'on a gardées après après le déconfinement, après la crise. On en a profité de ce temps de pause aussi pour travailler sur des sujets qu'on n'avait absolument jamais l'habitude on n'avait pas le temps de travailler. Et donc, on a vraiment, je dirais, rebondi sur cette crise. Et c'était ça. On en a fait une opportunité. On en a fait une opportunité et en même temps, on a répondu vraiment aux besoins de nos vétos. Et moi, je passais tous les jours des heures au téléphone avec les vétos, tu vois, ne serait-ce que des fois, pour rassurer ceux qui étaient stressés, ça va aller, on va gérer. Alors que derrière, je savais pas du tout comment on allait gérer certaines choses, mais juste pour leur apporter ce soutien dont ils avaient besoin. Donc ça, c'était, je pense, un très bon exemple de ce que j'ai vécu pendant 8 ans chez VET1. Et puis un jour, VET1 est racheté par IVC, donc Wivetics Evidensia. Ouais. Et comment toi tu t'inscris dans ce rachat?
Alors, déjà, je m'en suis doutée parce que Steve a un petit peu changé de comportement pendant quelques semaines. Donc, je m'en suis un peu doutée qu'il se passait quelque chose. Alors, ça a été un moment intense en émotion, la vente de Vet One, pour plusieurs raisons. La première parce que tu te dis c'est la fin d'une histoire. Tu sais pas ce qui va se passer après. Et aussi parce que j'avais beaucoup de vétos, qui soient associés, directeurs de clinique ou salariés de Vet One, même des ASV, qui m'ont appelé en me disant qu'est-ce qui va se passer, on peut pas perdre ce qu'on a. Et en fait, quand t'es dedans, les gens t'appellent pas pour dire qu'ils sont contents. C'est à ce moment-là qu'ils t'appellent pour dire tout ce qu'on a fait, c'était génial. On est bien et on veut pas perdre ça. Donc t'as cette reconnaissance aussi à ce moment-là. Mais tu sens qu'il y a une marche en termes de conduite du changement et qu'il faut rassurer, quoi. Ouais, mais moi, je sais pas du tout où on va. Je sais même pas quel poste je vais avoir à ce moment-là, ce qu'on va me proposer. Ouais, donc il y a un degré maximal d'incertitude. On me dit juste que Steve me dit ils veulent de travailler avec toi. C'est tout. C'est la seule info que j'ai à ce moment-là. Et puis tu penses à tes équipes parce que les vétos ils suivent, enfin les cliniques suivent, mais tes équipes centrales, tu sais pas. Donc il y a eu beaucoup d'échanges avec IVC, savoir voilà comment on allait s'organiser derrière et donc qui allait faire quoi, qui allait prendre quel poste, etc. Donc ça a été 3 mois de questionnement. Et puis donc on m'a proposé le poste de la direction des opérations d'IVC. Donc ce que je faisais chez Vet One, où on avait quand Vet One a rejoint IVC, on avait 60 cliniques après chez Vet One. Okay. À IVC, on avait 100. Donc mon périmètre, il passe de 60 à 160 en une nuit. Et puis chez Vet One, on avait des cliniques généralistes. Là, il y a des hôpitaux, il y a des centres de référés. C'est encore autre chose. Et puis c'était particulier parce que on était rachetés, mais on était 3 membres du CODIR de Vet One à intégrer le CODIR d'IVC. C'est un peu voilà, c'est un peu étonnant comme intégration et donc il faut trouver ta place aussi à ce moment-là. Donc et puis c'est un groupe international, je découvre un gros groupe. Moi j'étais en mode start-up oui, bien sûr. Tu avais monté voilà. Et 2, un groupe international. Donc c'est pas les mêmes process, c'est pas du tout le même mode de fonctionnement. Pas la culture. C'est pas la même culture non plus exactement. Il y a des choses auxquelles j'étais pas préparée. Les jeux politiques, etc. C'est des choses que moi j'avais pas du tout chez Vet One. C'était, on se posait pas la question. On était 3 à gérer. On gérait la boîte, quoi. Donc complètement différent. Et puis en plus, ils vont acheter 100 cliniques en un an. Donc je passe en un 260. An à 260. Donc et puis faut derrière organiser ton équipe. Donc bon, je vais pas avoir trop le temps de me poser beaucoup de questions. Et je vais donc m'occuper de structurer mon périmètre pour pouvoir accompagner les 260 sites. Et puis m'organiser différemment parce que 60 cliniques, tu peux vraiment les suivre individuellement, 260 humainement impossible, physiquement impossible. Donc tu vas avoir des équipes qui vont être dispatchées partout en France, donc tu vas manager des équipes à distance. C'est aussi complètement différent en termes d'animation d'équipe. Donc on va mettre ça en place. Au moment de la vente de Vet One, ça faisait 2 ou 3 ans avec Steve qu'on parlait de m'inscrire à un IMBA. Et puis au début ma fille est petite, donc je me vois pas me lancer là-dedans. Et puis après je lui dis on n'a pas le temps, on a d'autres trucs à faire, etc. On n'a jamais le temps de faire un IMBA, jamais. Et puis donc là au moment de la vente, Steve me dit par contre je t'ai promis un IMBA, donc tu vas t'inscrire. Parce qu'après, moi, je reste 6 mois, puis après, je m'en vais, donc tu vas t'inscrire. Et donc, voilà, il me dit, je veux absolument qu'on lance ça avant que je parte. Et donc, je vais m'inscrire en même temps à un IMBA et je vais commencer HEC en octobre de l'année d'après.
Donc, D'accord. en plein dans ma structuration à IVC, etc. Et l'IMBA, c'est une aventure familiale aussi, hein, parce que tu fais Il faut que tu aies pas un soutien de l'autre côté, quoi. exactement. Tu te lances pas là-dedans si t'as pas l'accord de la famille, parce que t'es quand même absent déjà une semaine tous les 2 mois. Et puis quand t'es là, bah t'es Tu pas dois vraiment bosser. là non plus, quoi. Donc ça, plus le boulot à côté, c'était très très chargé. Et bizarrement, c'était très chargé, mais c'était aussi mes bouffées d'air frais. C'était des moments pour moi, pour ma formation, tu vois. C'était du 100% pour moi. D'un côté, j'avais pas la famille à m'occuper, de l'autre, il y avait pas le boulot. À ce moment-là, quand j'étais en formation, et c'était un moment où je pouvais prendre du recul et réfléchir, que ce soit professionnellement, personnellement, etc. Et puis ça te fait réfléchir à un MBA beaucoup. Donc je regrette pas une seule seconde de m'être lancée là-dedans en même temps. Et c'était d'un côté très formateur, et de l'autre, ça m'a permis aussi de creuser un petit peu ce que je voulais, ce qui me plaisait, ce qui me plaisait pas. Parce Ça que fait ça, je sais. Hein. ouais. Parce que quand t'es dans le rush du quotidien, t'as pas le temps de te poser ces questions-là. Donc, mais dans ce cadre-là, tu te les poses. Et donc je me suis rendu compte que oui, le gros groupe international, j'avais perdu le côté entrepreneurial de Vetwan, l'agilité, et ça me convenait moins. Et donc j'ai décidé de partir en 2024. Je vais décaler mon départ parce que le moment de mon départ ne colle pas trop avec l'actualité de la profession à ce moment-là, puisque c'est j'annonce que je veux partir, et une semaine après, on est dans la réponse du Conseil d'État. Bien sûr, je me souviens. Donc bon, c'est pas le bon moment, donc je vais décaler pour quand même accompagner IVC dans cette nouvelle structuration-là. Et puis, je pars en 2024. Je suis encore en IMBA, donc je vais finir mon IMBA plus tranquillement. Et puis, je vais prendre du temps pour moi. Et puis, je vais faire un petit peu un point sur le parcours et sur ce que je veux faire après. Combien de temps, ça? Ce moment vraiment où tu te retrouves juste avec ton IMBA et ton point, tes réflexions sur la suite? Je vais faire pendant un peu plus de 6 mois. Ok. Et puis je vais prendre du temps pour la famille, qui va prendre de très mauvaises habitudes d'ailleurs. Vraiment, ils vont en profiter à fond. Ils vont se rattraper de quand j'étais pas dispo. Au moins une femme au foyer pendant 6 mois. Ouais, voilà. Donc, bon, ils ont eu complètement raison, mais après, c'est de repartir dans le rythme qui est difficile. Donc voilà, donc je vais faire un petit point sur où j'en suis, ce que je veux, et voilà, je me rends compte que ce que j'ai adoré, c'est en effet le côté créatif, le côté innovant de ce qu'on a fait. J'en ai pas parlé, mais chez Vetwan, on avait mis en place des coordinateurs de clinique. On avait changé l'organisation d'une structure lambda, et on avait fait un vrai parcours de montée en compétences des ASV. On avait créé beaucoup de projets. Certains n'ont pas marché, d'autres beaucoup plus. Et ça, j'avais adoré. J'avais adoré le côté, je disais, agile, innovant. Et puis, on travaillait dur. J'étais jamais dans ma zone de confort. À aucun moment, si je prends le recul, j'ai été dans ma zone de confort sur les 10 dernières années, les 15 dernières années même. Mais à côté de ça, on s'est toujours bien marré. Vraiment, on a travaillé dur, mais on s'est toujours bien marré aussi. Et donc, je me dis, c'est ça qu'il faut que je retrouve. Et je vais prendre le temps de chercher ça. Et donc au début, mais bon, je m'ennuie. Je commence à m'ennuyer. Donc c'est sympa d'être là pour la famille à la maison, mais
pas mon truc. Et donc je vais dire en attendant de trouver, je vais me mettre à mon compte. Et puis je commence à faire un peu de consulting. Je vais très rapidement trouver une Elassal en client. Au début, je suis consultante pour eux. D'accord. Et sur quelle thématique? En fait, je rencontre. Je vois Pierre Fabingue à la VAC. Qu'on a enregistré. Je sais plus quel est le numéro d'épisode, mais... Exactement. On discute. Il voit Caroline Boulocher, la directrice du Elassal, la directrice de l'école Veto, juste après, et il lui parle de moi. Et donc, elle va me contacter. Moi, je lui avais envoyé un message pour savoir si elle avait besoin d'aide sur tout ce qui était management, gestion pour la formation. Et là, elle va me recontacter et elle me dit j'ai besoin d'aide pour lancer le centre hospitalier. Et puis je lui dis écoute, si tu veux, je peux t'accompagner. Elle avait besoin assez rapidement, donc au début on se pose pas trop de questions et je pars en consulting parce que j'accroche complètement avec leur projet. On va y revenir, mais à côté de ça, je prends aussi un autre client qui lui n'a rien à voir, enfin qui était toujours dans le milieu veto, mais on est dans l'innovation digitale, etc. Donc dans les deux cas, les projets ont beaucoup de sens pour aider les vétos, pour aider la profession, et donc je me dis c'est ça aussi que je cherche, c'est d'avoir un projet, des projets innovants avec de l'impact. Et donc je les accompagne, je me lance là-dedans, je les accompagne au quotidien. Alors une Elassal va me prendre beaucoup plus de temps parce que le projet est un peu plus gros. Et c'est un projet d'ampleur. Voilà. Et puis, écoute, ça va se transformer en un accompagnement plus long terme avec eux, parce que ça se passe bien, parce que en effet le projet a beaucoup de sens. Et puis voilà. Donc, je vais les accompagner aussi bien sur la structuration de l'activité de soins, parce que c'est tout nouveau pour eux l'activité de soins. Que sur les sujets de formation des étudiants sur la pratique au sein de l'hôpital, et sur bien évidemment des réflexions de compétences en termes de travailler en entreprise et travailler en équipe. Donc c'est les gros sujets sur lesquels je travaille avec eux aujourd'hui. D'accord. Et tu fais des allers-retours, je suppose? Tout à fait. Tout à fait. Alors, aujourd'hui, je ne sais pas quand sera diffusé l'épisode, mais aujourd'hui, on se parle, l'hôpital n'est pas encore ouvert, donc c'est pas très problématique. On est au mois de janvier 2026. Voilà. Donc, en effet, je fais les allers-retours. Et qu'est-ce qui, dans ce projet, te porte? J'ai rejoint un groupe pour aider la profession pour mieux vivre son métier, en leur apportant le support dont ils avaient besoin. Aujourd'hui, ça me permet d'être encore plus à la source. C'est comment on donne les clés à des étudiants pour être épanouis dans leur métier sur du long terme, pour être prêts, le plus préparés possible à leur premier jour de veto, et surtout avoir les clés pour s'épanouir sur du long terme, puisqu'on va pas les former sur tous les sujets, c'est juste impossible. Par contre, il faut leur donner les clés pour qu'ils se fassent plaisir, en fait. Et ça m'anime énormément. Et il y a une autre chose aussi, c'est que j'ai envie de transmettre le plaisir d'être généraliste et de remettre un petit peu la beauté de la médecine générale au cœur du sujet. C'est très très bien d'avoir des spécialistes et c'est indispensable. Il faut pas non plus qu'on parte dans l'hyperspécialisation et donc il faut qu'on trouve cet équilibre entre les deux. Les deux sont importants et la médecine générale c'est génial. Ce que je disais tout à l'heure, on fait de tout, de l'imagerie, de la chir, de la médecine. On a un vrai contact
privilégiée avec les clients. Et c'est ça que j'ai envie de leur transmettre aussi aux étudiants. Ce qui est pas simple, ce qui est un vrai challenge quand tu dois faire un hôpital, de garder la place de la médecine générale. Mais c'est un sujet qui est passionnant aussi, de travailler avec les enseignants. Qu'est-ce que doit être de la médecine générale et à quel moment on passe au référé. Donc on a ces sujets aussi qui sont très stimulants et je pense qu'on en a pour des années. On n'aura jamais terminé avec ce sujet-là. Alors la création du Nid-la-Salle, elle s'inscrit dans un contexte de pénurie de vétérinaires. On en parlait tout à l'heure, nous à notre époque, on avait un peu de mal à trouver du boulot. Aujourd'hui, ce sont plutôt les employeurs qui cherchent désespérément, même si on commence à voir là la tendance s'inverser tout doucement. Mais du coup, il y en a certains qui estiment aussi que le problème c'est pas tant le nombre de places, mais finalement plutôt les conditions d'exercice qui font qu'il y a certains jeunes diplômés qui se détournent de la profession. En quoi ouvrir une école privée, ça répond un peu à ces deux réalités, donc la pénurie et la sélection de vétos qui resteront vétos, et je pense notamment à la rurale. Alors, je te répondrai sur 2 points. Sur la deuxième partie, sur ce que tu disais, il y a en effet 2 sujets. 1, c'est de former le bon nombre de vétos, et 2, qui restent longtemps. Tout à fait. Suffisamment pour la pratique. Hein. Exactement. Même si au final on se parle aujourd'hui et tu vois, moi je pratique plus. Et il y a aussi plein d'autres façons d'exercer son métier et il faut continuer à avoir ces autres métiers qui se développent. Mais sur la partie donc c'est ce que je te disais, c'est leur donner les clés pour s'épanouir. C'est qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise déjà. Pour moi, premièrement, c'est bien s'orienter. Pas de prendre un mur à la sortie. Pas de prendre un mur. Qu'est-ce qui va vraiment faire que je vais m'épanouir? Qu'est-ce que je recherche? De quoi j'ai besoin? Et c'est pas pour moi école privée ou pas école privée. C'est qu'est-ce qu'on va faire dans cette école qui va faire que. Et en gros, tu as plusieurs choses. C'est déjà de les former sur tout ce qui est non médical pour être prêt à ça. Dès le début, on va parler en effet de relations clients, de travail en équipe. Les cliniques sont de plus en plus grosses, donc il faut aussi leur apprendre à travailler en équipe. Il y a toute cette partie-là. Il y a la formation qui se fait en semi-distribué, c'est-à-dire qu'ils vont apprendre la clinique au sein de l'hôpital, mais aussi dans des cliniques partenaires. Donc ils vont aller voir des cliniques généralistes, des cliniques de plus petite taille, des cliniques de plus grosse taille, et des cliniques qui n'auront pas de scanner, des cliniques qui auront tel matériel, etc. Des façons de travailler différentes. Et donc déjà en étant formés dans ces structures-là, ils vont pouvoir bien s'orienter, ou en tout cas savoir avoir vu, tester plusieurs choses et s'orienter en conséquence. Et 2, être préparé et diminuer la marche à franchir, si tu veux, entre ce qui est fait à l'école et ce qui est fait dans la réalité. On va aussi faire en sorte de diminuer la marche à l'hôpital, mais ça reste un hôpital universitaire, faut être réaliste. Donc, cette formation-là permet justement de mieux les préparer à la sortie. En tout cas, c'est ce qu'on pense. On verra ce que ça donne dans quelques années. Et ça répond pour moi à cette partie-là de la problématique. Après, aujourd'hui, il y a pour un jeune qui veut faire veto plein d'options d'aller se former en France, à l'étranger, etc. Donc, je dirais que le fait que ce soit une école privée permet juste de le faire en France et d'avoir de créer de l'emploi en France aussi, parce que c'est une école qui a des enseignants qui travaillent en France, donc on crée de l'emploi en France et donc de former nos vétos en France. Mais de toute façon, aujourd'hui, il y a tellement de possibilités que le nombre de vétérinaires formés va forcément augmenter et déjà, comme tu le disais, on est en train de le voir. Donc voilà, c'est je dirais plus, c'est sur ce qu'on fait dedans qui, pour moi, va répondre à la problématique, en tout cas, j'espère.
Alors merci pour cette réponse. Je vais te poser une question un peu directe. Il y a beaucoup de consoeurs et de confrères qui redoutent l'émergence d'une formation à 2 vitesses, et donc concrètement qui opposent en fait cette formation d'excellence qu'on a connue avec les classes préparatoires qui s'inscrit dans l'élitisme à la française, et une formation au rabais, on peut l'entendre. Qu'est-ce que tu leur réponds? Alors je leur réponds d'être curieux, d'aller voir, d'échanger avec les gens pour voir ce qu'on fait. Je pense que il y a quand même, moi je le vois depuis que je suis à Unilassal, un changement d'opinion sur ce qu'on fait maintenant que ça commence à de plus en plus être connu aussi. Et alors il y a le côté alors je vais revenir sur un point qui est le côté classe préparatoire. Unilassal, ils sont tous en post-bac, en effet. Les écoles publiques, comme une partie des promotions aujourd'hui, exactement, poussent de plus en plus vers ça aussi. Moi, j'attends vraiment de savoir ce que ça change derrière en termes de profil recruté à la sortie. Enfin, profil d'avoir recruté, un peu plus de recul. Et ouais, d'avoir un peu plus de recul. J'en ai parlé avec plein de vétos, et il y en a un qui m'a dit quelque chose qui je trouve très très intéressant et qui sera vraiment à creuser, qui est: est-ce que cette sélection par la prépa ne fait pas justement des vétos qui attendent un niveau d'excellence médicale et de connaissance et d'expertise très très élevé, parce que justement on a cette sélection élitiste et dans les profils en fait qui sont recrutés. Et ça, j'en sais rien, franchement, Marine, je n'en sais rien, mais je suis très curieuse de voir dans quelques années, et en effet, si on a moins ce besoin d'être expert dans un domaine avant de se lancer, et ce qui est à l'origine d'un mal-être en fait. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Ça fait, on va sûrement parler du mal-être dans la profession. Pour moi, il est multifactoriel, et ça fait partie. C'est on a ce besoin de savoir, de trouver ce qu'est l'animal exactement, précisément. Et est-ce que c'est pas notre profil sélectionné à la base qui fait que et que donc quand le client ne peut pas, quand on n'a pas les moyens ou etc., on a cette frustration. Ça, voilà, je le mets là, j'ai pas la réponse. C'est juste pour moi un des sujets. Je vais aller juste plus loin sur cette question. En fait, moi je me pose aussi la question de savoir, dans le monde d'aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, si vraiment on a besoin de faire 8 ans d'études pour devenir vétérinaire, et y compris en médecine. On commence à le lire chez certains auteurs comme Laurent Alexandre par exemple, qui dit qu'aujourd'hui pour être médecin généraliste 10 ans, ça n'a plus aucun sens. Est-ce que tu as un avis sur cette question-là? Ça fait écho avec une autre conversation que j'ai eue avec un copain qui est spécialiste, et qui m'a dit de toute façon maintenant on n'a plus besoin d'être ultra formé là-dessus, on doit être ultra formé sur tout ce qui est humain, parce que on a l'IA qui est là. Bon, j'irai peut-être pas jusque là. Je pense qu'on doit être formé pour pouvoir avoir ce regard critique, mais en effet ça va quand même changer beaucoup de choses. Et on doit avoir une formation plus poussée sur d'autres aspects. Par contre, ça c'est évident. Donc ça va changer la manière dont on doit former les gens. Exactement. Et puis il faut les former à l'utilisation de ces outils, savoir quand est-ce que je dois rester connecté à mon instinct qui me dit que l'IA elle a peut-être pas raison. Donc, je pense que voilà, d'avoir ce regard critique sur l'IA, ça sera un des gros sujets. Mais on est dans un monde changeant, et il faut les former en fait à s'adapter à ce monde-là. Et ça, c'est pas le plus simple. Et ça passe par la formation, ça passe par la sélection de ces profils. Et donc, comment on les sélectionne? Et je pense que avoir en effet un concours plus adapté que sur juste des capacités scientifiques, etc., intellectuelles, va justement permettre de répondre à une partie de la problématique, mais seulement une partie.
Alors, tu parlais on parlait de ce parcours et de cette sélection extrêmement élitiste qui était à notre époque le seul parcours. Aujourd'hui, il y a un coût de formation quand on est dans les écoles privées. Alors déjà, j'aimerais bien que tu nous parles de ce coût de formation parce que moi, j'ai aucune idée de combien ça coûte. Et puis de se dire à partir de quel moment, finalement, un coût élevé, ça devient aussi un facteur de sélection, alors qui n'est plus académique mais qui est économique. Et est-ce qu'il y a une différence selon toi entre l'élitisme intellectuel et l'élitisme économique, ou bien en fait, est-ce que c'est peu ou prou les mêmes catégories socio-professionnelles? Oh, ça, c'est une question philosophique. Alors, le coût de la formation, il est à 16 000 € en moyenne par an, par étudiant. C'est à peu près le même coût que si tu veux aller à l'étranger. Les écoles de commerce ou à l'étranger. Enfin, si on parle de notre profession, donc, il faut pas se voiler la face. La formation vétérinaire est chère. Donc, en effet, y compris dans les écoles publiques, dans les écoles publiques. Donc, ça nécessite d'avoir des structures de soins comme un hôpital, etc. C'est cher. Il y a un nombre d'enseignants, un nombre d'études qui fait que c'est cher. Donc, voilà, c'est comme le coût du soin. Il faut le savoir. Le coût de notre formation est élevé. Après, on a, je vais pas répondre à la question de la catégorie intellectuelle vs économique. Je pense que voilà, il y a beaucoup d'études là-dessus et qui répondront beaucoup mieux que moi. Donc je vais pas rentrer là-dedans. Par contre, on a des étudiants qui sont boursiers, comme dans les écoles publiques. On a des étudiants qui font un prêt, comme dans les écoles publiques. La question, c'est comment on fait pour accompagner ces étudiants qui ont un prêt et qui ont un stress plus important. Ça a été montré dans le rapport Truchot. Et c'est ça, pour moi, ma question, que ce soit dans les écoles publiques ou dans les écoles privées. Voilà, comment on peut les accompagner là-dessus pour justement ne pas se rajouter de pression supplémentaire. Voilà, ça c'est une question sur laquelle on travaille. J'ai pas non plus toutes les réponses aujourd'hui, mais pour moi, c'est la question qu'on doit se poser même pour les étudiants qui vont à l'étranger, en fait. Ça reste des futurs confrères et ou les étudiants qui sont en école publique, quel que soit le mode de formation. Eh ben, on va switcher sur cette partie de santé mentale des étudiants, parce qu'aujourd'hui c'est vraiment le mot qu'on met dessus. On peut parler. On est en janvier 2026. Il y a 3 suicides qui ont récemment endeuillé le NVA. Alors l'idée c'est pas de rentrer dans des cas individuels parce que ça on pourrait y passer un temps fou. Mais comment tu expliques toi aujourd'hui la vulnérabilité psychologique des étudiants vétérinaires aujourd'hui, que moi personnellement j'ai pas eu l'impression de vivre à mon époque, mais peut-être que c'est erroné. Alors, je pense qu'elle a toujours existé. Moi non plus, j'ai très bien vécu à mon école, comme je te le disais. Et je pense que, enfin voilà, si tu discutes avec des vétos, elle a toujours existé. On en parle plus maintenant et c'est très bien. C'est surtout ça le point. Parce que ça va permettre, j'espère, de faire bouger les choses et de se poser des questions. Aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que il y a plusieurs facteurs de stress. Comme je disais, il y a certes la partie financière, mais il y a surtout la charge de travail dans une école véto et la relation des étudiants avec le corps enseignant. Mais en fait, je dirais que c'est comme tout, il y a sûrement certains enseignants qui sont aussi en mal-être et que ça se répercute sur des étudiants, parce que quand tu vas pas bien, comment tu peux faire? Ah non, c'est pas possible. Donc, c'est pour moi un sujet global de mal-être de la profession, que tu sois enseignant, que tu sois véto, que tu sois étudiant. Et c'est là où je disais, pour moi, il est multifactoriel. D'un côté, je pense qu'il y a sûrement, et c'est un point qu'on n'a pas creusé, que j'aimerais vraiment à un moment qu'on prenne à bras le corps, est-ce qu'il n'y a pas, en effet, un lien entre les profils des vétos dans la profession et ce mal-être,
parce qu'aujourd'hui on n'a pas la réponse à ça. Non, par contre, on sait qu'il y a des études dans d'autres métiers qui sont pas forcément du médical où les étudiants ont des problèmes de santé mentale équivalents aux vétérinaires, y compris dans les écoles de commerce, dans les écoles d'ingénieurs, etc. Donc, oui. Je veux dire, il y a un mal-être dans la profession, t'as raison. Et dans les étudiants. Oui. Et donc on est à l'intersectionnel. D'autant plus important dans les étudiants vétos. En fait, le sujet, il est là. Donc, il faut traiter, en effet, les deux problématiques. Et donc, comme je te disais, si tu prends pas en main le bien-être des enseignants, tu vas pas prendre en main non plus le bien-être des étudiants. Donc, il faut travailler sur ces deux aspects-là. Et après, il y a quand même des choses qui peuvent aider les étudiants. Et ça aussi, c'est montré, c'est mis en avant dans le rapport Truchot. C'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est le fait de vivre la vie étudiante. Donc ça, c'est comment tu intègres la vie associative et la vie étudiante dans le planning d'un étudiant, et comment tu peux les inciter, si je puis dire, à s'investir dans cette vie étudiante pour justement avoir cet équilibre, en fait, vie pro, vie perso, si je peux un peu faire le miroir avec la vie professionnelle. Et après, ça va être d'équilibrer la charge de travail de ces étudiants, et ça passe par revoir le référentiel de compétences au niveau national. Ça passe par mettre un cadre très clair quand ils sont en clinique, c'est tant d'heures, c'est pas plus. Mais là, ça pose d'autres questions. Comment tu fais quand il y a une super chirurgie qui vient d'arriver, que l'étudiant il veut la voir, tu vois? Donc, on a tous vécu ça. C'est compliqué aussi de mettre des limites dans un métier passion. Mais c'est leur apprendre, et je pense que ça c'est vraiment important dès le début, à justement apprendre à se mettre des limites, apprendre à prendre du temps pour soi, à savoir qu'il faut dormir, faire du sport, des basiques, hein, mais qui sont indispensables. Et à côté, leur donner justement des moments de formation dédiés à apprendre à se connaître, apprendre à gérer ses émotions. Et ça, ça doit maintenant faire partie intégrante de la formation des étudiants vétos. Ouais, donc ce que tu dis là, c'est qu'en fait, les écoles, elles ont quand même elles portent quand même une responsabilité face à cette réalité. Alors pas une responsabilité au sens où ils sont responsables de ce qui s'est passé, c'est pas ça que je veux dire, mais en tout cas que dans les écoles, on peut mettre en place un certain nombre de choses pour prévenir ces drames quand même. On doit essayer. On doit essayer, ouais. On doit essayer. On doit se réinventer une partie du cursus. On doit se poser les questions, et tout le monde s'en pose en fait. Je dis on doit, sûr. Mais ils s'en posent tous. On s'en pose tous. Il y a des choses qui sont mises en place justement pour se dire qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on doit faire et qu'est-ce qu'on va faire dans les 5 écoles françaises. Donc tout le monde en est conscient, tout le monde travaille dessus. Après, il y a des choses qui sont plus ou moins faciles à mettre en place. Hein. Refondre un référentiel de compétences, c'est pas simple. Refondre un programme, c'est pas simple non plus. Il y a énormément de choses qui sont liées à l'humain, donc c'est pas facile non plus à mettre en place. Mais en tout cas, bien évidemment qu'on se doit d'essayer et de mettre en place des choses, d'en discuter ensemble entre les différentes écoles pour voir ce qui marche, ce qui marche pas. Et puis pour pouvoir prendre les décisions. Oui, que ce soit collégial. Exactement. Aussi. Mais c'est le cas, hein. Franchement, c'est le cas. Et c'est un sujet qui, je disais, global. Hein. C'est aussi bien pour les étudiants que pour la profession, parce que si tu leur donnes les clés dès le début, ça devrait aussi faire du bien pour la suite. En tout cas, je l'espère. Et en tout cas, on va le suivre parce que c'est un sujet mais bon, tout le monde le sait, qui est le plus important. Alors l'école d'Alfort, elle traverse actuellement une période assez difficile avec une plainte déposée contre son directeur Christophe de Geers. Je veux te demander ton avis, tu peux me le donner si tu veux, mais ce qui m'intéresse, c'est plus de savoir ce que tu penses du fait que ce type de crise, en fait, ça révèle des tensions au sein de notre profession et des tensions assez structurelles dans le modèle actuel. Qu'est-ce que tu en penses de ça?
Et en quoi ça peut être finalement, révélateur de ce dont notre profession souffre aujourd'hui? Alors, je ne sais pas si c'est révélateur de ce dont souffre la profession, parce que je pense qu'on n'est pas les seuls concernés. Non, t'as raison. Je pense que c'est révélateur de beaucoup de choses de la société d'aujourd'hui. Et encore une fois, je vais pas donner mon avis du tout sur ce qui se passe à Alfort, parce que j'y suis pas. D'un point de vue global, c'est comme le sujet du mal-être, c'est pas nouveau. On en parle de plus en plus et c'est bien, parce que ça va permettre de changer les choses. Mais on est dans un monde qui évolue et qui doit évoluer sur plein de sujets et c'est très bien comme ça. J'ai pas. Ma question c'était qu'est-ce que ça dit de nous? Est-ce que ça dit quelque chose de nous ou est-ce que ça dit pas grand-chose et que c'est sociétal et répandu partout ailleurs? Moi, je dirais que ça dit de nous qu'on n'est pas si différents, en fait. Ouais, un peu comme sur le mal-être étudiant, même s'il y a une forme d'intersectionnalité. Hein. Exactement. C'est pas pour autant qu'on doit pas prendre les choses à bras le corps parce que on est une profession de santé, donc commençons par nous occuper de nous-mêmes pour pouvoir bien faire notre métier. Mais on n'est pas si différents en fait. Et pour toi, quels sont les grands enjeux du métier de vétérinaire de demain si on regarde à 10 ou 15 ans devant nous en fait? On va devoir faire face à quoi? Alors, je pense que l'actualité te dit qu'on va devoir faire face à des crises sanitaires qui seront qui vont d'ampleur. Voilà, c'est ça. Merci. Et que pour ça, on doit être soudés. Et ça, c'est, je pense, un message important en ce moment, c'est que la profession doit être soudée. Or, le débat public est polarisé partout et qu'on est plutôt polarisé en ce moment que soudé. Exactement. Et que si on veut y arriver, il faut qu'on soit soudés. Donc ça va être un enjeu important. Et l'autre enjeu important, il est plutôt en effet de savoir plus facilement s'adapter à un monde qui va être énormément qui est déjà changeant, très volatile, et qui va l'être encore plus. Et que pour ça, il va falloir être ouvert au changement, soudé, et puis se poser les bonnes questions de ce qu'on attend de nous d'un point de vue profession de santé, je dirais sur les enjeux sanitaires etc. Et de l'autre côté d'une profession qui doit accompagner des propriétaires d'animaux de compagnie et de répondre à leurs attentes et à leurs besoins. Très clair. Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Est-ce qu'il y a un autre sujet dont tu veux nous parler? Non, je dirais que si on peut faire ça en gardant le plaisir de le faire, ça sera le plus important surtout. Parce qu'on a une belle profession. Toi, t'as le plaisir, t'as du plaisir dans ce que tu fais, ça se voit. Ouais. Ça s'entend. Et c'est quelque chose. Enfin voilà, si le jour où j'ai plus de plaisir, je change. Ça c'est clair. Est-ce qu'il y a une maxime ou une citation qui t'accompagne dans ta vie professionnelle? Écoute, en lien avec ça, parce que comme je te disais, comme tu disais, je prends beaucoup de plaisir à faire ce que je fais, et je peux travailler très dur si et seulement si je m'amuse aussi au quotidien. Et pour remettre un petit peu je dirais de joie dans nos sujets, parce que on a parlé de sujets très pesants, mais moi une des maximes qui me suit tous les jours, c'est une journée sans rire est une journée de perdue. Ah, c'est chouette. Voilà, pour moi c'est quelque chose d'important. Prenons plaisir dans ce qu'on fait, soyons soudés et on pourra vaincre toutes les crises qui seront devant nous. Comment est-ce que nos consoeurs et nos confrères peuvent te contacter? Via mon LinkedIn. Sur LinkedIn. Ouais. Ok, impeccable. Eh ben écoute, merci Caroline.
Merci Marine pour l'invitation. Tu nous as donné du grain à moudre. Je vais faire tout ce qu'on peut ramener à la maison. Moi, tout ce que j'ai retenu de cette interview, c'est toute la partie sur la culture de l'erreur qui a été pour toi source d'apprentissage. Que pour faire veto, il faut aussi aimer les gens, que c'est très important. Finalement, tout ce qu'on apprend au cercle ou au BDE, c'est de la gestion de projet et ça peut révéler chez nous quelque chose, une fibre entrepreneuriale. J'ai bien aimé aussi toute la partie sur la responsabilité collective, le fait de travailler en collégial dans les écoles pour essayer de trouver des solutions pérennes, notamment sur cette intersectionnalité du mal-être, c'est-à-dire à la fois la profession va mal et à la fois les étudiants vont mal. Nous, on est à l'intersection des deux. Et puis, ce fameux Steve, dont tu peux peut-être donner le nom de famille parce que tu en as beaucoup parlé. Bien sûr, Steve Rosengarten, tout à fait. Moi, il m'a beaucoup inspiré d'un point de vue leadership et je vais finir par une citation que j'aime beaucoup sur le leadership et qui, je pense, lui va comme un gant. Si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas tes hommes pour leur ordonner de couper du bois, de préparer le travail, les outils, les tâches. Apprends-leur à désirer l'immensité infinie de la mer. Antoine de Saint-Exupéry. Merci Caroline. Merci Marine. Merci d'avoir écouté cet épisode de Veto Micro. Si le cœur vous en dit, partagez-le à vos amis et à vos collègues, abonnez-vous au podcast et mettez-nous une note de 5 étoiles avec un gentil commentaire. C'est ce qui nous permet de remonter dans les classements et de donner de la voix à la profession. Si vous souhaitez participer à Veto Micro, nous suggérer des invités ou tout simplement nous écrire, faites-le sur l'adresse podcast@themavet.fr. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour écouter une nouvelle façon d'être vétérinaire.